Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente une voiture qui a un nom qui évoque quelque chose de plutôt sportif, la Mustang Mach-E. Mustang, vous allez me dire, eh oui, on a bien le logo Mustang. Bon, elle vient pas tout juste de sortir, elle est déjà un petit peu connue, mais je voulais faire l'essai de cette voiture électrique puisque je pense qu'il y a quand même de bonnes qualités sur cette voiture et il fallait que je l'essaye. Donc la Mustang Mach-E, c'est ça. Donc ils ont repris un petit peu la marque Mustang, qui était des voitures sportives à l'époque, c'était des gros V8, c'était Ford Mustang, toujours siglé avec ce cheval là qui court. Et cette fois-ci, ils l'ont mis sur un électrique. Bon, ça a fait un petit peu crier certaines personnes, hurler d'autres. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, parce que de toute façon on se tourne tous vers l'électrique. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément l'air de quelque chose de très sportif, mais on verra en faisant le tour de la voiture qu'il y a quand même pas mal de codes qui ont été repris à la Mustang. Donc on l'essaye aujourd'hui, comme d'habitude, sur tout type de route. On va voir l'autonomie, on va voir l'accélération, la puissance, on va voir le confort et on fait un test détaillé comme d'habitude et on commence par l'extérieur. Alors, la Mach-E, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une voiture 100% électrique. On a les batteries qui sont situées sous le plancher, donc comme beaucoup des voitures électriques, ça c'est le top pour avoir un centre de gravité le plus bas possible. Et comme c'est des voitures qui sont assez lourdes, là on est sur une version qui fait environ 2000 kg, eh bien c'est bien de mettre le poids le plus bas du sol possible pour avoir une tenue de route et un dynamisme un petit peu meilleur que si on avait des poids super hauts qui feraient tanguer et prendre du roulis énormément à la voiture. Cette voiture, donc, elle existe en plusieurs versions. Il y a la version qu'on a aujourd'hui, qui est une 4 roues motrices avec les grosses batteries. Au niveau des batteries, on aura le choix entre 75 ou 99 kWh. Et ensuite, on aura le choix entre soit une propulsion, soit une 4 roues motrices. Donc aujourd'hui, on a la grosse version 99 kWh et en 4 roues motrices. Et ensuite, ça différera aussi selon les puissances. Donc il y aura 3 versions. Il y aura une GT qui va arriver prochainement. Pour le moment, on a une version, donc celle qui est en propulsion, qui fait l'équivalent de 269 chevaux, celle-ci qui fait l'équivalent de 351 chevaux, et il y aura une version qui fera 467 chevaux et qui fera 880 Nm de couple. Aujourd'hui on a 565 et la petite version a quand même 415 Nm de couple, ce qui est pas mal. Ce qui est bien avec l'électrique aussi, c'est ça, c'est ce couple instantané qu'on trouve rarement sur des voitures à moteur thermique. À part des gros diesels, mais sinon pour avoir autant de couple, c'est assez rare. 860 Nm, même une Lamborghini Aventador, ça n'a pas autant, pour vous faire une idée. Au niveau des autonomies, alors, il y a plusieurs choix dans les autonomies, donc soit la 75 kWh, soit la 99. Alors, ce qui est donné, c'est en norme WLTP jusqu'à 600 km environ pour la version grosse batterie. Moi, quand j'ai récupéré le véhicule chargé à 100% avec une utilisation mixte, ça m'affichait au compteur 417 km. Donc 417 km, je trouve ça plutôt correct pour une voiture qu'on va utiliser dans un usage mixte. C'est une bonne moyenne assez haute actuellement. Au niveau de la taille de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,71 m de long, 1,88 m de large sur 1,60 m de haut. Donc on a quand même un véhicule assez gros, mais avec des lignes assez bien dessiné, et surtout quand on est sur l'avant, je vous montre ça après, on a l'impression que c'est presque une berline de l'avant qui est assez grosse, assez robuste, et en fait ça donne ce style-là, une sorte de SUV, mais je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de SUV mais qui est quand même assez bas, ça lui donne un look assez dynamique je trouve. Voilà ce look-là dont je vous parlais juste à l'instant. En fait, on a vraiment l'impression que c'est une berline, on a un capot qui est assez long, et si on la coupe ici, on a vraiment l'impression que c'est une berline, le pare-brise est plutôt incliné, on a des lignes bien arrondies et ça donne cette impression de berline. Mais en fait, on voit que la voiture est plutôt haute, le capot assez aussi, mais ça pourrait être une sorte de berline. Et sur certains angles, ça me fait penser un petit peu au Jaguar. Sur l'avant, on a un capot avec ces deux lignes ici. Alors ça fait très bombé, on dirait presque, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? On pourrait se dire qu'il y a un V8, vu le capot, souvent quand il y a des grosses rainures comme ça, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose d'assez puissant sous le moteur. Mais, hop, juste ici, une bonne chose, donc on tire 2 fois sur la petite trappe, juste là, ça klaxonne parce que j'ai la clé dans la poche, et quand je soulève,
là j'ai accès à un frunk, ce qu'ils appellent un coffre à l'avant avec des compartiments plutôt bien séparés. Donc ça, c'est en option. Enfin non, c'est livré de série. Aux États-Unis, c'est en option, mais ça permet de bien séparer selon ce qu'on va mettre ici, des câbles ou autres. Ça, c'est un gros plus. Et on a 100 litres de chargement ici à l'avant. 100 litres, c'est un bon volume. Ici, on a de quoi remplir le lave-glace. Et il y a le petit bouton pour s'échapper, comme il y a aux États-Unis, comme c'est obligatoire dans les coffres, avec le petit bout réfléchissant. Ça, c'est marrant. Sur l'avant, juste en dessous, on a la caméra ici, puisque le véhicule est équipé de caméra 360 degrés. Le gros logo Mustang ici. Donc, on a l'impression que c'est une sorte d'alu autour du cheval avec du plastique au centre. Bon, ça nous rappelle les Ford Mustang, effectivement, mais avec le gros logo là. Toute cette partie est pleine ici. Donc, comme on peut le voir là, tout est plein, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller refroidir de moteur. Parce que comme on a vu, c'était un coffre juste derrière. On a le pack avec un gros support de plaque. Juste ici, on a des volets qui s'ouvrent, donc c'est fermé pour l'aérodynamique, pour pouvoir laisser passer l'air sur le côté, parce que plus une voiture est aérodynamique, moins elle va consommer, que ce soit de l'électricité ou de l'essence. Donc quand c'est fermé, ça fait que l'air passe vraiment sur les côtés. Et encore, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas vraiment d'entrée d'air sur les côtés qui passe dans les passages de roues comme beaucoup de voitures électriques. Des capteurs ici de radar. On a une lame ici qui est peinte en noir. On a une garde au sol assez importante. Et on a des feux aujourd'hui en full LED, donc avec la signature, avec une sorte de sourcil sur dessus, avec 3 lignes ici, et bien sûr du full LED sur cette voiture. Sur le côté, on voit donc les 4,71 m, et on voit qu'elle n'est pas si haute, et elle a cette ligne ici, coupée, vraiment, comme je vous disais, on dirait presque une berline. En fait, si on enlevait ça, ça ferait vraiment cette ligne de berline, et j'aime beaucoup, ça me fait penser un petit peu à un œil, enfin, c'est joli, c'est arrondi, ça a vraiment du style. Et on a là les hanches ici, donc on le verra plus sur l'arrière, qui élargissent la voiture. Ça a quand même bien du style. Comme vous pouvez le voir, pas de poignée sur cette voiture. Alors, ça joue pour l'aérodynamique, mais c'est aussi vraiment fun. C'est juste un bouton que vous avez là, et ça ouvre un petit peu la porte, et ensuite vous tirez sur cette mini poignée. Alors, je trouve ça vraiment original, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, pareil, un bouton. Donc j'appuie ici, ça m'ouvre la porte et ensuite je vais la chercher à cet endroit-là. On a autour des roues, comme tout ce qui se vend un petit peu actuellement, un style SUV, pas en noir laqué, donc c'est brillant, c'est joli, c'est pas du simple plastique. On a le rappel ici de ce que c'est, donc la Mach-E, alors 4X, 4X c'est pour vous dire que c'est une version 4 roues motrices. Les petits rétros ici, qui sont pas en noir avec les répétiteurs ici. Pas de brillant, pas de chrome sur cette version, c'est du noir partout. Et pareil, on a une sorte de biton. Alors souvent le biton, ça s'arrête à la moitié de la voiture. Là, on a quand même le haut qui est peint ici et ensuite le toit qui est en verre, puisqu'on a un magnifique toit panoramique que je vous montre juste à l'intérieur. Et une petite antenne requin tout là-haut. Au niveau des jantes, on aura le choix à partir du 18 pouces jusqu'au 20 pouces. Aujourd'hui, on est équipé en 19 et on a des jantes plutôt sympas. On a des gros disques surtout, et surtout, on a aujourd'hui sur cette version qui est actuellement la plus puissante, des freins 4 pistons à l'avant qui sont juste gigantesques, avec un bon freinage, et ils ne sont pas en rouge sur cette version haut de gamme. Sur l'arrière de la voiture, donc là, on reconnaît un petit peu le style Mustang, donc surtout avec ces 3 griffes ici, c'est vraiment ce qu'il y a sur les Ford Mustang. Sauf que dans les Mustangs, c'est vraiment jusqu'au bout, mais là, on va regarder avec l'aile ici, donc comme je vous disais, ce bombaché hanche ici, ça donne vraiment un style. Donc on a une ligne ici qui s'allume et lorsqu'on freine, ça s'allume ici et seulement le haut des griffes. Donc c'est plutôt sympa. Là on le voit, on a une version un peu coupée, donc c'est vraiment très très à plat. Heureusement qu'il y a un essuie-glace juste ici, un long béquet comme d'habitude, c'est de coutume maintenant sur tous les véhicules. Encore le logo Mustang ici, donc à aucun endroit c'est marqué Ford. C'est vendu par Ford, mais c'est estampillé sous le logo Mustang et Mach-E. Mais pareil, le Mach-E, on ne le voit pas sur l'arrière, on le voit seulement sur les côtés. AWD, c'est pour All-Wheel Drive, ça veut dire qu'on a bien les 4 roues motrices sur cette version. La plaque juste ici, donc pareil avec un support de plaque. Là, on a une version peinte en noir, donc pareil, pas de plastique moche apparent sur cette version haut de gamme. On discute du prix juste après. Ici, des feux anti-brouillard et on a une sorte de petit diffuseur sympa. Ah, parce que j'ai passé ma main en dessous, ça m'a levé le coffre, c'est juste énorme. Parce que normalement, on a la fonction avec le pied.
Donc le coffre, on y arrive. On a un coffre, regardez, hop, pour vous faire une idée, comme d'habitude, le volume du coffre ici est de, petit moustique, va-t'en, de 402 litres. Lorsqu'on rabat les banquettes arrière, on est en 2 tiers, 1 tiers, et on aura jusqu'à 1420 litres à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal. Donc 100 litres à l'avant, plus 400 ici, ça donne un volume de chargement plutôt correct, je trouve. Et encore, en dessous, lorsqu'on soulève le plancher, on a encore de quoi mettre ces câbles, par exemple, la borne de recharge pour la maison, et il y a un kit anti-crevaison juste en dessous. Donc, niveau volume de chargement, on est plutôt pas mal dans ce maquis. Si on met un remorquage, on pourra tirer jusqu'à 750 kg avec cette voiture. Et de ce côté-là, on a ici la prise pour recharger la voiture. Donc, type 2 et combo pour pouvoir avoir une charge rapide. En charge rapide, on monte jusqu'à 150 kW pour la recharge. Donc, ce qu'il faut compter, c'est environ 45 minutes pour aller de 10 à 80%, ou en 10 minutes, on recharge l'équivalent de 120 km sur une borne Unity, par exemple, avec les chargeurs rapides. Donc pour le moment, on est bridé à 150 kW. Peut-être que sur les futures versions, ça ira un petit peu plus vite. Maintenant, on sait qu'on arrive à monter beaucoup plus haut avec certaines voitures. Si vous rechargez à la maison, il faudra 38 heures sur une prise simple, ou sur une borne qui sort 7,5 kW, il faudra compter environ 12 heures ou 8 heures sur une prise 11 kW. Et sur les versions petite batterie, si vous n'avez pas l'option 150 kW, vous serez bridé à 115 kW pour le rechargement. Alors, niveau tarif, on commence à partir de 48 000 € environ pour la première version avec les petites batteries et en propulsion. Et pour la version qu'on a aujourd'hui, il faudra compter environ 77 500 €. Ouais, c'est pas donné, mais sur les versions en dessous de 50 000 €, on a quand même le droit à 5 000 € de bonus de l'État. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour ce qui est des places arrière, donc comme je disais, j'appuie sur mon petit bouton, je tire ma porte et je m'installe à l'intérieur. Et là, je rentre. Cette banquette à l'arrière est vraiment très moelleuse, très confortable. La portière, alors la finition est plutôt bien. Pas de plastique là sur cette version haut de gamme. Parce que souvent, à l'arrière, même dans les belles versions, on a du plastique. Là, non, pas du tout. C'est une sorte de cuir. Tout le long de la porte, on a les enceintes Bang & Olufsen qui sont très bien intégrées avec le tissu. Joli, on a une poignée et le petit loquet qui déverrouille la porte électriquement. Et regardez, j'ai énormément de place pour mes genoux, j'ai de la place pour mes pieds. On a un plancher plat à l'arrière, pas de tunnel central. Franchement, c'est totalement à plat. Ça, c'est un gros plus et les voitures électriques peuvent se le permettre puisqu'on a les batteries à l'arrière et les moteurs sont et à l'avant et à l'arrière. Donc, pas besoin de transmission avec un gros arbre de transmission. Ça, c'est un vrai plus. Et regardez, même pour la tête, j'ai de la place. Et ils ont fait quelque chose de très sympa. Ils ont creusé ici au niveau de la tête pour le toit panoramique. Donc ça me donne une plus grande visibilité plutôt que si ça s'arrêtait là. Et en vrai, eh ben, ça joue sur la luminosité et ça joue aussi sur le plaisir qu'on prend quand on est à l'arrière et qu'on visionne vraiment tout ce qui est autour de nous. Ici, ils ont laissé ça parce qu'ils ont laissé une grosse antenne requin juste au-dessus. Bon, je ne sais pas s'ils auraient pu faire mieux ou pas. Mais en tout cas, ces sièges sont vraiment confortables. Je ne peux pas régler l'inclinaison, je ne peux pas régler l'avance. Donc, pas de réglage. Un accoudoir ici, qui est assez ferme lui par contre. Donc, comparé au siège, les appuis-têtes tombent bien, ils sont assez hauts, ils sont pas gênants. On est pas mal. La place du milieu, les ceintures ont l'air assez écartées. Et ouais, les ceintures sont bien écartées, donc ça ne me gêne pas au niveau des fesses. Et même là, regardez, enfin, en étant bien droit, je touche pas du tout là-haut. Moi, je suis 1m80. Et ben, c'est bien, la banquette ici, assez relevée. Donc, on est bien coincé vers le fond du siège. Par contre, ici, niveau maintien, ce sera pas foufou. Sur les côtés, ouais, ça a l'air d'aller, comme ils sont moelleux. Ils sont assez plats, mais comme ils sont moelleux, on rentre assez dedans. Donc, sur les côtés, ça devrait aller. Comme vous avez pu le voir, même quand j'étais au milieu, j'ai de la place pour les pieds, plancher plat. C'est top de chez top. Les sièges, on a des petites poches ici à l'arrière. Les ceintures, on a là. On a fixation Top Taser Isofix sur les 2 sièges passagers ici. La 3e ceinture est sur la banquette. La clim ici, un USB-C et un USB type A. Dans les portes, on a de quoi ranger quelques petites choses, pas forcément de grandes bouteilles. Mais franchement, on se sent bien ici à l'arrière et surtout, j'ai la vue sur la tablette énorme à l'avant. Je vois que ça en vrai. J'ai l'impression qu'il y a une télé qui s'est mise comme ça. Impressionnant. Et à l'avant, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un code de déverrouillage sur cette porte. Et lorsque je rentre,
hop, bah, je m'installe facilement, donc je monte un peu dans la voiture. Elle n'est pas trop haute, elle n'est pas trop basse, elle est plutôt bien. Et pareil, les sièges sont confortables ici. On sent qu'ils ont mis une mousse vraiment molle et on se sent bien. Les sièges sont pas très enveloppants là sur les côtés. En conduite sportive, je pense qu'on va peut-être bouger un petit peu. C'est un petit peu comme dans le Kuga qu'on a essayé là juste avant. Mais sinon, niveau position de conduite, je suis bien. J'ai cet accoudoir là. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas réglable sur plusieurs positions. J'ai mon gros volant. Ford il aime bien faire des grosses jantes de volant. Et là, j'ai cet écran là énorme. Mais voilà. Voilà ma position de conduite. Je peux régler mon siège électriquement, celui-ci aussi, sur cette version. Et je vous montre directement, vu d'ici, à quoi ça ressemble. Et cet écran là, vous allez voir, c'est super. Dans les petits détails sympas à noter, souvent, on voit qu'une porte, ça s'arrête juste là. Donc ça, et regardez la différence de taille qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est juste pour camoufler toute cette partie ici. Là où il y a du noir, c'est quasiment l'endroit où il y a toutes les batteries. Donc là, on a les portes qui camouflent bien cet endroit. Et voilà. Bon alors, ici, comme je vous disais, on a une sorte de code. Donc on peut taper son digicode pour rentrer dans la voiture. Donc quand on passe à côté, on pourra taper un code. On pourra rentrer aussi avec son smartphone sans clé dans cette voiture. Donc ça, c'est le bouton où on appuie. Hop, et ça m'ouvre la porte et je tire cette toute petite poignée pour rentrer. Donc c'est une mini poignée, ça peut être un but aéro, mais c'est sympa. Quand je rentre, j'ai le Mustang qui m'accueille ici et je m'installe. Donc voilà à quoi ressemble la portière. Pas de plastique à part en bas ici. Sur le haut comme à l'arrière, donc on a cette texture douce, pareil, donc c'est plutôt bien fini. Ça, c'est la petite tirette pour ouvrir les portes, donc à l'avant comme à l'arrière. Les fenêtres, donc elles sont toutes à impulsion, rétro, fermeture et rabattre les rétros. Mémorisation des sièges sur 3 positions, verrouillage du véhicule, un aérateur. Ici, là, donc comme vous pouvez le voir, c'est du tissu, tout comme les enceintes ici Bang & Olufsen, donc on a là. Et en fait, c'est une longue barre de son, comme on peut avoir sur un home cinéma à la maison, avec du son qui est projeté partout, plus dans les haut-parleurs là, plus là-bas. Donc on a un son vraiment très quali de la part de Bang & Olufsen. Sur le côté ici, donc les réglages des feux, on a bien sûr le mode ici, feu automatique, le réglage de la luminosité des écrans à l'intérieur, et le dégivrage du pare-brise grâce au petit filament. En bas, la petite trappe pour ouvrir le frunk, le pédalier, donc pédalier en aluminium, avec un gros repose-pied ici. Ici, comme vous pouvez le voir, on a des rangements en bas, donc grand bac de rangement juste en bas. Au-dessus, on a encore pas mal d'espace, de quoi mettre son téléphone et autres. On peut connecter USB-C, USB normal, chargeur à induction, double porte-gobelet, et on peut aussi avoir l'Android Auto et l'Apple CarPlay sans fil. Ici, comme chez Ford, hein, toutes les voitures automatiques sont comme ça. Parking reculé, Note Drive. Donc pour passer en reculé, hop, et là ça m'active les caméras. Et regardez cet écran, je ne vous l'avais pas montré encore. L'écran est juste énorme. Ça fait la taille du volant, enfin même plus grand que le volant. Donc je reviens dessus juste après. Le volant, ici, donc comme je vous disais, avec une grosse jambe de volant, on l'a vraiment bien en main. Quand on a des grandes mains, c'est agréable. Sur la gauche, on a les aides à conduite avec le limiteur, le régulateur de vitesse, régulateur adaptatif, maintien dans les voies, centrage de voix. À droite, les commandes vocales, changer de musique, le volume, raccrocher et décrocher au téléphone. Le klaxon juste ici, le volant voilà, avec quelques petites surpiqûres rouges à l'intérieur. Derrière, les appels de phare et les feux auto. Donc si je bascule vers l'arrière comme ça, ça me fera les feux auto. Si je tire ici, appel de phare. À droite, c'est les essuie-glaces et on a bien sûr essuie-glaces automatique. Là, ce que vous voyez qui clignote, c'est de l'infrarouge, c'est invisible à l'œil nu. Et en fait, ça détecte en gros votre visage si vous êtes fatigué et autres. Ensuite, donc là, on a le tout petit compteur. Alors hop, je vous l'éclaire plus comme ça, parce qu'on a un filtre polarisant. Donc, on n'a que ça comme info. L'autonomie restante, 88%, ça me donne 370 km, il fait 19 degrés aujourd'hui. Ça, c'est les aides à la conduite. Vous aurez aussi les infos GPS, même si vous utilisez Android Auto ou l'Apple CarPlay, ça c'est top que ce soit retranscrit ici. Ça, c'est parce que j'utilise le One Pedal Drive, donc j'utilise jamais les freins. Le Ready, ça veut dire qu'elle est prête. Et la vitesse en km/h est là, selon sur quel rapport vous êtes engagé. Le petit bouton Start, donc on démarre la voiture d'ici.
hop, où je peux l'éteindre aussi. Et il y a l'animation quand on rentre dans la voiture, alors que je trouve vraiment très sympa qu'on a ici. Alors je ne sais pas comment on fait pour l'avoir ici, mais on peut avoir les chevaux qui passent partout, c'est vraiment excellent. Donc ensuite on a cet écran. Donc à chaque fois trajet, il va vous réinitialiser le trajet. L'ordinateur de bord, donc par exemple les 40 derniers kilomètres, j'ai fait une moyenne de 14 kWh au 100, ce qui est plutôt bien. J'ai toutes les infos, mon téléphone qui est connecté. Et regardez, on a un téléphone qui répond, pas un téléphone, je dis un téléphone parce que c'est en fait comme un gros smartphone, mais on a un écran qui répond plutôt bien. On a les réglages de la voiture ici, les modes de conduite avec le Active, le Whisper, le Untamed. Donc Active, c'est la version normale, Whisper, c'est la version calme, et Untamed, c'est la version sport. On a les caméras qu'on peut réactiver d'ici. Je peux avoir l'avant, l'arrière ou autre. On peut quitter vraiment comme sur un smartphone, parking, les accès, le mode valet. Et ensuite, on a les réglages. Donc là, pareil, hein, on a énormément de réglages disponibles. Par exemple, le son qu'on peut avoir ici. Et regardez, donc ça fonctionne vraiment comme un téléphone. C'est ultra pratique. Donc ça, c'est réglage de voiture. Et ensuite, ici, on a des raccourcis. Par exemple, avec le téléphone, la radio et autres. Pareil, lorsqu'on aura l'Android Auto ou autre d'activer, on aura des raccourcis juste ici à chaque fois. Donc par exemple, avoir l'audio. Et là, j'aurai mes stations de radio. Et je peux couper la radio comme ça, juste ainsi. Le son, regardez ici. Donc on a ça qui est positionné sur l'écran. Donc c'est une vraie molette sur l'écran. Et on la tourne comme ça. Je trouve ça magnifique. C'est juste sublime. J'adore ce genre de choses parce que ça fait vraiment waouh technologique d'avoir un bouton sur un écran. Bah, c'est pas normal en vrai. Donc après pareil, on a des raccourcis vers le haut comme ça. Et vous faites ce que vous voulez. On a ensuite les commandes vocales, hein, bien sûr, qui fonctionnent. On a la pression des pneus. On a vraiment tout ce qu'il nous faut, même la navigation. Et la navigation est plutôt pas mal. Regardez, enfin, elle est plutôt réactive. On a l'infotrafic. On a tout ce qu'il nous faut en fait. Niveau aide à la conduite, info divertissement. Après, dans le divertissement, ce que je trouve dommage, c'est que bah voilà, on n'est pas comme sur une Tesla avec beaucoup plus d'options. Le bloc clim, il est en bas. Il reste toujours ici, en bas. Donc je peux régler ma température ici. Et pareil, assez intuitif, chaud, froid. Moi, je laisse mon 21 degrés, j'aime bien. Et ensuite, on a le volant chauffant et les sièges chauffants sur 3 positions. Donc, conducteur et passager. Ici, on a aussi le bouton parking pour s'aider à se parquer automatiquement, le frein de stationnement. Ici, donc, cet accoudoir dont je vous parlais tout à l'heure, donc on peut relever. Et ensuite, on a un grand rangement juste ici, donc il est assez profond, avec une prise 12 volts à cet endroit-là, et de quoi ranger quelques petites choses. Les sièges, voilà à quoi ils ressemblent. L'appui-tête, alors l'appui-tête, il est dur comme du béton, ça c'est un petit peu dommage, puisque le reste des sièges est très confortable et ils sont plutôt jolis. Donc, avec cette sorte de cuir, c'est très agréable. Rétroviseur borderless, ça j'adore. Bravo de l'avoir fait, c'est très joli. Les petites lampes en LED, le bouton SOS, de quoi ranger ses lunettes. Ça j'aime bien, puisque ça se fait de moins en moins. Et regardez donc ce grand toit. Alors, comme on voit, hein, ici, hop, il y a des arrondis, il y a des formes, c'est plus travaillé que juste un simple toit, et pareil sur l'arrière. Voilà, bel effort en tout cas qui était fait sur ce toit qui est très joli. Alors par contre la teinte est assez foncée, mais on pourra quand même en profiter. Bon allez, on va aller essayer, voir ce que ça donne. Ça a l'air quand même plutôt sympa. Hein. Bon allez, c'est parti pour l'essai de ce Mustang Mach-E, donc cette voiture toute électrique. Pied sur le frein, je démarre. Ça m'allume le tableau de bord ici. Donc je sais que la voiture est démarrée à partir du moment aussi où j'ai la direction assistée. Ça, c'est vraiment pour savoir que la voiture est démarrée. Ou sinon, quand ici, on peut tourner la molette. Donc, drive, je tourne vers la droite. Et après, j'ai le petit bouton low. Donc ça, c'est pour la récupération de l'énergie. Mais sinon, j'ai la conduite à une pédale. Donc ça, pour la conduite à une pédale, je vais ici. Et mode conduite monopédale. Je peux l'activer ou le désactiver juste là. Ça, c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Moi, je trouve ça top. Et on va le voir, donc par exemple là je suis en drive et regardez, donc j'accélère, je relâche juste la pédale d'accélérateur, la voiture va jusqu'à l'arrêt et c'est pas brutal. Donc hop, on va s'insérer gentiment. Donc, allez là un petit dodan.
On sent qu'on a un châssis un peu ferme, mais ça amortit pas mal. Donc un stop. Alors là, je vais anticiper avec ma pédale. Il faut que je connaisse ma voiture. Et là, par exemple, voilà, je m'arrête pile poil à la ligne. Parce que petit à petit, je me suis habitué à la voiture. Et vous avez vu, ça s'arrête vraiment gentiment. Donc ça, moi, le monopédale, je préfère le laisser tout le temps. Quand on est en mode Untamed, donc c'est le mode sport, on a son de propulsion. Écoutez. Ça donne l'impression presque qu'il y a un V8 qui tourne. Sinon, on peut se laisser le mode Whisper. Et là, il n'y a plus du tout ce son-là. Et là, c'est le son vraiment le plus discret possible. Et comme c'est une voiture électrique, bah c'est vrai que c'est pas mal des fois d'avoir une voiture assez silencieuse. Puisque là, le plus important pour moi dans une électrique, c'est d'avoir le son le moins fort possible. Et en gros, mettre la clim au minimum. Et comme ça, on a vraiment quasiment aucun son. On a vraiment l'impression que la voiture n'est pas démarrée. Et pour ça, moi je trouve que l'électrique c'est vraiment top. Donc là on part pour commencer cet essai avec 372 km d'autonomie et 87%. Donc concrètement, moi j'ai mes autres infos. Alors quand je retourne ici, donc j'ai mon Android Auto, Apple CarPlay, on peut l'avoir en sans fil, Android Auto, Apple CarPlay. Et je peux avoir mes infos. Donc quand je suis parti, ça m'indiquait 417 km d'autonomie. Et hop, ordinateur de bord 2, j'ai fait 41 km, il me reste 72 et j'ai fait quelques 0 à 100 aussi pour pouvoir tester les phases d'accélération. Donc c'est plutôt pas mal. Et là j'avais une consommation, après quand j'ai remis, à 16 kWh de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Et là, on va doubler gentiment les cyclistes, enfin quoique. Oh là là, l'accélération c'est démentiel. Et là encore je suis en mode Whisper, donc le mode cool. C'est impressionnant. L'électrique c'est ça, c'est vraiment très très rapide. Donc je vais retourner ici. Alors cet écran il est grand, il est magnifique, Android Auto. Et comme ça, donc j'ai mes infos en grand. Allez, on va aller se mettre à 70. Donc, si on accélère fort, on y va très très vite. Allez, à 70 km/h. Alors 70, on entend légèrement des bruits de roulement. À part ça, c'est confortable dans l'habitacle. C'est silencieux. L'insonorisation est plutôt bonne de l'extérieur. Je suis vraiment pas déçu par ça. J'ai aussi toutes mes aides à conduite, centrage de voie, maintien dans les lignes, régulateur adaptatif que je peux activer. Là par contre, là j'ai envie de conduire un petit peu, donc conduite à une pédale. Et là dès que je relâche, ça freine. Donc là en gros, vous gérez seulement avec le pied droit. Ça on peut le désactiver comme je disais. Et ensuite avoir un mode roue libre. Ou sinon la récupération grâce au petit bouton L ici. On n'a pas de palette derrière le volant pour gérer la récupération d'énergie. Donc la conduite monopédale, c'est seulement cette force de récupération là que vous allez avoir. Au niveau de la direction, c'est plutôt précis. J'emmène la voiture où je veux. C'est pas trop léger, c'est pas trop lourd. C'est comme il faut. Là, un assez gros dodan. On dirait un peu une voiture allemande. Ça reste ferme, mais ça amortit bien. Et surtout, c'est ce confort. En fait, l'électrique, c'est vraiment top. Alors, ces petits trucs, je pense que je peux le désactiver quelque part. C'est pour m'indiquer les changements de vitesse. Donc, si par exemple, ça passe de 30 à 50, 50 à 30. Et là, comme en ville, il y a vraiment beaucoup de changements, bah, ça sonne de temps en temps. Sinon, pour la ville, donc là, c'est vraiment l'idéal. En fait, en ayant une conduite éco, en étant souple sur l'accélérateur, en anticipant assez, bah, ça se conduit super bien une voiture électrique. Pour tous les jours, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la voiture électrique. C'est niveau confort, niveau utilisation, niveau relance, j'ai besoin de relancer. Bah, vous voyez, ça, c'est instantané. Vous doublez ce que vous voulez quand vous voulez. Et après, je peux bien sûr aussi me mettre mon régulateur en me disant voilà, je vais mettre à 30, je touche plus au pied. Et la voiture, elle va suivre. Ça, dans les bouchons, c'est le top du top, c'est l'idéal. Régulateur adaptatif, pour moi, c'est la meilleure invention là depuis les années 2000. Je crois que c'est Mercedes, un des premiers à l'avoir fait sur les classes S. J'avais ça sur ma SL aussi. Et c'est vrai que c'est quand même le top du top. Donc, on a aussi le centrage de voie. Donc là, en gros, je touche à rien du tout, même en ville. Et la voiture va aller se coller. Et elle s'arrête.
Et quand ça va repartir, alors selon le timing qu'il va y avoir, ce sera à vous de rappuyer sur la pédale d'accélérateur ou sur le raise pour repartir. Au final, moi je suis très bien. Les sièges, comme je disais, ils sont vraiment confortables. On est bien installé, on a une voiture assez large. C'est spacieux, on respire bien. Donc là par exemple, c'est moi qui ai dû réaccélérer. Et ensuite, je peux relâcher. Et c'est reparti, la voiture va re-suivre ce qu'il y a devant. Une chose, c'est que lorsqu'on conduit, c'est vrai que cet écran, il est quand même gigantesque. Et en plus, lorsqu'il est en blanc, je vous avoue, on a toujours envie de le regarder. On se dit, waouh, il est énorme. Et on a cette envie, c'est toujours de jeter un œil dessus. Regardez ce calme. Et ça repart dans le silence. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on voit c'est une télé, le truc ici. Donc, on a envie d'aller regarder, jouer un petit peu avec. Mais le but, c'est d'avoir tout ce qu'on a en face. On n'a pas d'affichage tête haute, puisqu'on a l'écran juste ici. J'aurais peut-être bien aimé un petit affichage tête haute pour vraiment que ce soit le top du top. Là, on a une route pas mal dégradée. Alors, ça bouge pas mal dans le véhicule. Mais ça reste confortable parce que même les sièges aussi, comme je disais, sont confortables. Mais on sent que la voiture reste quand même assez rigide. Et c'est pareil, sur le changement de direction, on voit que la voiture, elle prend peu de roulis. Hein. Regardez, hop. Enfin, ouais, on sent que la direction est pas mal. On va voir ça tout à l'heure là sur un petit rond-point. Mais ça a l'air plutôt bon en comportement dynamique. Et pareil, on va aller sur des petites routes de campagne. On va voir ce que ça donne. Bon, là, il y a mon petit rond-point que j'aime bien. Alors, allez, on va prendre un petit peu de rythme. Alors, ce qui est top avec l'électrique, hein, c'est que ça accélère vraiment instantanément. Ouais, ça tient plutôt bien. Ouais, on sent que c'est lourd. Ça s'ouvre un poil. Alors ça s'appuie sur son roulis. Alors on le sent. Regardez, la voiture prend pas trop de roulis, donc ça y va un petit peu. Mais alors, je sais pas comment dire. Pareil, dans les sièges, ça m'emmène vraiment sur l'extrémité du siège. Et après ça se tient. En fait, c'est presque joueur. Il y a l'avant qui s'emmène un petit peu et ensuite l'arrière survient. Et ça devient presque une voiture un petit peu joueuse. Il faudra faire attention à ce comportement. Mais, et pareil, la réaccélération, ça y va tout seul. Et au freinage, par contre, on sent que c'est un petit peu lourd. Bon. Niveau du comportement dynamique, ça va. Alors, en y allant vraiment fort, il faudra vraiment faire attention à l'arrière. Et après, ça jouait aussi, puisque je suis à la conduite à une pédale, donc il y avait la régénération qui jouait. Donc, quand vous relâchez un petit peu, ça freine et ça emmène un petit peu l'arrière. Donc, ça peut presque limite être joueur, en fait, comme voiture. Mais c'est lourd. 2 tonnes, il faut faire attention. Au niveau du comportement, donc comme vous voyez, moi, je suis assez expulsé. C'est un peu les mêmes sièges que dans le Kuga. J'aurais aimé un maintien un petit peu mieux. Et pareil pour l'autre côté. Alors, on voit que la voiture, le châssis est plutôt bon. Par contre, voilà, on se balade un petit peu dans les sièges. Des bourrelets qui remonteraient un petit poil plus, ce serait quand même assez bien. Et la direction est franchement bonne. Je sais où j'emmène la voiture. Et niveau accélération, franchement, rien à dire. Niveau accélération, ça y va très bien. Donc là, on va aller s'insérer sur une nationale. Allez, hop. Donc pareil, longue courbe. Franchement, le châssis est bien. C'est pas trop mou. Pareil, on va voir au freinage. Ouais, ça plonge quasiment pas. On sent qu'on a une suspension qui a été bien travaillée. Allez, on va aller s'insérer. Hop. Alors pour s'insérer avec l'électrique, c'est pratique. Ça y est, je suis inséré. C'est ultra rapide. Allez, hop, bam. 110. C'est instantané l'électrique. Donc, hop, 110 au régulateur. Donc, j'ai toutes mes aides à la conduite, pareil, que ce soit en ville, mais l'idéal c'est sur ce genre national, autoroute. La voiture conduit vraiment toute seule. On a juste à laisser les mains sur le volant. Et c'est là qu'on profite vraiment eh bien, de toutes ces aides à la conduite. Donc, à 110 km/h, on a un petit peu de bruit de roulement, légèrement du bruit du vent. À côté d'un camion, on l'entend un petit peu, parce que bon, on est quand même en montée, donc il forçait pas mal. Ouais,
sonorisation par rapport aux autres voitures est pas trop mal. Ce que j'entends surtout, c'est les bruits de roulement. Légèrement des bruits du vent à 110. Et au final, non, c'est plutôt bien. La voiture se débrouille, hein, de toute façon, c'est elle qui me conduit. Au niveau de l'autonomie, quand on va faire du 110, ça va aller, on préserve assez bien. Par contre, quand on va passer à 130 km/h, si vous faites que de l'autoroute, hein, l'autonomie, elle va quand même plutôt baisser. C'est donné jusqu'à 600 km cette version sur des petites routes, vraiment sur des routes à 50, 70. Par contre, si vous faites du 130, il ne faut vraiment pas s'attendre à faire 600 km, mais vous serez plus proche, à mon avis, des 300 km en étant à 130. Et c'est pareil, si vous voulez rouler un poil plus vite, par exemple à 135, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à 135, même si on se dit que c'est que 5 km/h de plus, bah, vous allez perdre 15 à 20% de batterie plus rapidement. Puisque le vent force beaucoup plus et en fait c'est exponentiel la perte d'autonomie qu'on va avoir sur une voiture électrique. Donc c'est là qu'il faudra faire vraiment attention. Sur autoroute, il vaudra même mieux limite rouler à 120 si vous voulez préserver plus d'autonomie. Alors après ça dépend le temps que vous avez, ça dépend où vous allez. Mais il vaut mieux des fois rouler un poil moins vite, puisque je crois que la différence sur 100 km en étant à 150 au lieu de 130, on gagne 7 minutes. Donc selon le timing que vous avez, on n'est pas forcément toujours pressé dans la vie. On peut se dire, je préfère préserver un petit peu d'autonomie en roulant un petit peu moins vite. Panneau 130, donc on va aller se mettre à 130 km/h, je règle mon régulateur. Ça relance franchement bien, même la voiture d'elle-même toute seule. Si j'accélère, bien sûr que ça va accélérer largement suffisamment. Donc à 110, ça se passait bien. Allez, je vais même aller m'insérer un peu plus vite parce que il sait pas trop ce qu'il veut. Hop. Donc pour dépasser, c'est tellement facile. On a juste besoin d'appuyer, mais juste un petit peu. Regardez, hop. Et ça y va vraiment sans souci. Hein. Donc on peut même vite arriver au-dessus de la limitation. Donc à 130 km/h, on a légèrement le bruit de roulement, toujours comme à 110, un poil plus, mais c'est pas ce qui me dérange le plus. Après c'est pareil sur l'autoroute, vous savez au début ça fait du bruit, mais on s'y habitue petit à petit. On a légèrement du bruit du vent, pourtant on a un aéro plutôt bien travaillé hein, sur cette voiture, sur le pare-brise, mais bon, on roule pareil à 130 km/h, bah, ça se débrouille bien, hein. Franchement, moi j'ai pas grand chose à lui dire. Après donc il faudrait voir l'autonomie. Donc j'ai pas le temps de faire un test où je vais tester les 130 km/h et vider toute la batterie. Mais par exemple ici voilà, j'ai une moyenne à 20 kWh. Ça me dit que l'accélération, voilà, j'ai pas été trop nerveux, le freinage que je me débrouille bien, la vitesse 89%. Donc en gros ça vous donne une note sur 100% selon votre utilisation. Par exemple là aussi ça me dit, alors l'itinéraire, conduire ça m'a pris 93% des 20% de batterie que j'ai utilisé jusqu'à là. 2% c'est les accessoires, 5% c'est dû à la température extérieure et la climatisation elle m'a pris quasiment 0 puisque il fait 19 dehors, moi je mets 20, entre 20 et 21 dans mon habitacle, donc au final c'était pas gênant. Là j'ai 80%, ça m'indique 350 km d'autonomie. Ça reste plutôt correct, donc ça c'est bien sûr sur un usage mixte en ayant fait de la ville, un petit peu de 90, 110, un petit peu de 130. Donc 350 km sur un usage mixte, en vraies conditions, ok, ça me paraît pas mal. Après, comme je disais, si on fait des routes où on va beaucoup moins vite, on pourra largement aller aux 500 km assez facilement. Si vous restez dans la région parisienne, sans faire là comme ici, par exemple, là je me dirige vers Fontainebleau, s'il n'y a pas de route à 130, les 500 km, ils sont atteignables assez facilement. Peut-être qu'en hiver, un petit peu moins, parce que le chauffage, quand il fera vraiment froid, ça va consommer pas mal. Mais à part ça, moi je trouve ça top, franchement. C'est agréable, surtout je me fais conduire comme toutes les voitures de nos jours. Moi j'aime plus conduire, surtout quand c'est des routes comme ça ou dans les bouchons. Je vois pas l'intérêt et c'est vrai que là on a tous les avantages de se laisser conduire. Allez, on va se tester une petite accélération sur l'insertion. Alors là je suis en mode normal, mais quand on met pied dedans, c'est comme si c'était à fond. Oh là là. Et là je suis déjà à 100. C'est beaucoup trop rapide. Et encore, il va y avoir la version GT qui va sortir. La version GT, elle fera 3 secondes 7 au 0 à 100. 3 secondes 7, c'est des chronos de Porsche, de supercar en vrai. Alors là, on est aux alentours des 6 secondes, il me semble. Il y aura la vidéo avec les 0 à 100 sur la chaîne.
Et c'est vrai que ça marche. Le gros avantage de l'électrique, c'est ça, c'est toujours cette réactivité, ce couple instantané. Je trouve ça tellement agréable et c'est sécurisant en plus, parce que quand on a à doubler ou s'insérer, ben, ça y va tout seul. C'est marrant, c'est n'importe quoi à chaque fois ces voitures électriques. Bon allez, on va pouvoir tester son comportement dynamique donc sur des petites routes. Là on a une petite succession de virages, donc moi ce que je vais faire, je vais passer donc la voiture en mode Untamed. Donc là j'ai mon petit bruit, sorte de V8, c'est assez marrant. Donc ouais, ça m'a durci un peu la direction. Ah, j'ai l'impression que ça m'a changé la direction et que la voiture est tout de suite un poil plus réactive. Je vais repasser en active. Ah ouais, si, ah, ça fait une sacrée différence. Ah, rien à voir. Donc le Untamed, ah oui, ça me durcit bien. Allez, met un peu de rythme. Ouais, c'est pas mal. Le freinage, on a des gros freins à l'avant. Bah, c'est bien. Allez, si je réaccélère très fort, allez, très gros freinage. Bon, par contre, on sent que c'est un peu lourd, mais oh, dans les virages, ça y va bien. Franchement, c'est pas mal. Bon, par contre, il faudra pas se faire surprendre, surtout sur les gros freinages. Donc là, par exemple, on va s'en faire un gros. On sent que c'est assez lourd. Par contre, pour repartir, bah, c'est là, on sent qu'il y a de la puissance, quoi. Là, on est déjà à 90. Donc, ça marche plutôt bien. Le comportement dynamique, hein, comme on peut le voir, bah, il est plutôt bon. Hein. Moi, j'ai pas grand chose à lui dire au niveau en mode sport. Juste, bah voilà, l'avantage des grosses voitures électriques, c'est qu'il y a des poids qui sont quand même assez importants souvent. Mais j'aime bien quand même ce petit son. Je sais pas si vous l'entendez. Alors c'est totalement artificiel, hein. Mais j'aime bien, ça amène quelque chose en plus. Hop. Et non, ça relance bien. Hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui relancent aussi bien. Après, là, on est en gros sur des accélérations de GTI, de petites sportives en vrai. Hein. Parce que bah, ça vous plaque quand même un peu au siège. Hein. Il faut faire les abdos si je veux pouvoir m'avancer en avant. Et en vrai, en Untamed, bah, c'est plutôt joueur. Comme je disais tout à l'heure dans les ronds-points, alors le but, hein, ça va pas être de faire une course avec cette voiture, mais c'est un bon comportement. Et là, même sur ce genre de petite route, donc ça joue pas sur les suspensions, mais on sent qu'on a quand même quelque chose de bien. Ça filtre pas mal tout en restant rigide. Mais c'est surtout ces sièges en fait. Je pense que ça joue beaucoup, le fait d'avoir des sièges bien moelleux. Et ça, c'est vrai que c'est un confort supplémentaire. Par contre, un poil de petit maintien en plus, ça aurait été bien. J'espère que dans l'AGT, ils feront cet effort de mettre des sièges qui maintiennent un petit peu mieux que cela. Et très gros freinage. Ouais, on sent que des pneus peut-être un poil plus épais, enfin plus larges, ça aurait pu être bien pour freiner et avoir un meilleur grip. Mais la réaccélération est quand même très sympa. Ça motrice bien en tout cas, avec les 4 roues motrices, là il n'y a rien à dire, ça tractionne. Hein. Par contre au niveau du freinage, voilà, on sent qu'on est une voiture lourde et comme les pneus sont pas très larges, bah, la voiture elle a un petit peu de mal sur les gros freinages. Après, c'est pas une Mustang vraiment, hein, mais même là, allez, ce petit rond-point, ouais, ça s'ouvre. Après ça bouge, voilà, ça glisse un peu des 4 roues. Et quand on relâche un peu, bah, ça va avoir tendance, avec la récupération, comme ça freine, donc ça retransfère un peu le poids sur l'avant, à emmener un petit peu l'arrière. Donc c'est presque joueur. Mais au final, le comportement est assez sain, parce que ça glisse des 4 roues. Donc je pense que la répartition des masses est plutôt pas mal. Et comme le poids est très bas, et ben on se fait pas peur, on prend pas trop de roulis. Bon allez, j'essaye de nous trouver un petit endroit sympa. Là par ici on est dans les champs et je vous fais le petit débrief. Bon alors, ce Mustang Mach-E, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, une fois qu'on s'est juste retiré de la tête que c'est pas une Mustang, que c'est pas une voiture sportive, que c'est une voiture électrique, mais qui a quand même
un petit peu d'ADN de la Mustang, surtout sur le design. Au niveau du comportement, on a quand même une voiture assez ferme, avec une tenue de route plutôt correcte. La seule chose que j'aurais bien aimé, voilà, c'est peut-être des pneus un peu plus larges pour les freinages, les gros freinages, pour qu'il y ait un petit peu plus d'accroche. Sinon, niveau motricité, niveau puissance, c'est largement suffisant. Niveau tenue de route, c'est presque amusant. En fait, le fait d'avoir des petits pneus, c'est un petit peu comme le principe de l'Alpine. Ils ont mis des petits pneus pour que ce soit rigolo. Mais on n'a pas ce genre de voiture. Souvent, pour s'amuser, c'est pas une voiture de course, c'est pas une voiture faite pour faire le con. C'est vraiment une voiture faite pour en profiter, avoir une belle voiture avec une belle ligne, avec l'insigne Mustang. Ford, en fait, ils ont voulu ça pour les gens qui se sont dit, voilà, Mustang, c'est un gage de voiture premium, c'est un nom qui résonne depuis longtemps. Et ils se sont dit, plutôt que de badger ça Ford, on va badger ça Mustang. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Je n'ai pas trop regardé les chiffres de vente, mais c'est vrai que je commence à en voir quelques-unes sur la route. Ça arrive petit à petit, un petit peu comme toutes les voitures électriques, on en voit de plus en plus. Et c'est vrai que elle a quand même une sacrée gueule. J'avoue que je n'étais pas fan de cette couleur au début, mais en fait, c'est une sorte de gris bleuté qui, au final, passe en même temps inaperçu, mais pas inaperçu, surtout grâce au look de la voiture. Je vous avoue que moi, je l'aurais choisi en rouge. Je la trouve sublime en rouge. Mustang, je me dis, moi, toutes les voitures un petit peu exotiques, j'aime bien que ça pète, quoi. Voilà, sinon, à part ça, au niveau des consommations, moi, j'ai réalisé une moyenne à 19 kWh de moyenne, sans ménager la voiture, en faisant quelques accélérations, des 0 à 100. Donc, pour moi, c'est plutôt correct. Après, bien sûr, ça va s'envoler si on fait que de l'autoroute ou autre. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Elle m'a donné 417 km d'autonomie au début. Ça tient vraiment ses promesses. Quand je perdais 1 km, c'est que j'avais vraiment fait 1 km. Quand je perdais 100 km, c'est que j'avais fait 99. J'étais vraiment à quelque chose près, à 1 ou 2 km près. Donc, elle respecte vraiment l'autonomie qu'elle annonce au début sur une consommation mixte. Par contre, si vous faites que de l'autoroute, effectivement, là, ce sera un petit peu réduit, mais elle réadaptera sa calcul automatiquement. Si vous faites souvent de l'autoroute, elle vous dira, voilà, sur autoroute, je serai prête à faire seulement ça. Mais je trouve ça agréable. Par rapport aux autres Ford, l'infodivertissement, Dieu merci, on a quelque chose de vraiment moderne, qui est réactif, qui fonctionne bien. Sur les autres, je trouve que c'est les anciens, les Sync 3, là on est sur le 4, la version 4. On a bien sûr les mises à jour qui sont automatiques, comme ça se fait chez Tesla par exemple. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, ça a été copié un petit peu chez Tesla, ce grand écran. Pourquoi pas? Effectivement, donc ils l'ont mis à la verticale ou l'horizontale, par exemple sur le modèle 3. Ça marche bien. Par contre, voilà, Tesla, ils ont l'avantage d'avoir des petites applications, les jeux de voiture quand on recharge la voiture, YouTube, Netflix. Pourquoi ne pas avoir poussé ça un petit peu plus loin? J'aurais bien aimé que, voilà, là on a quand même une voiture qui vaut assez cher aujourd'hui, 77 000 €. J'aurais bien aimé qu'on ait un petit peu plus dans l'infodivertissement, parce qu'on a une belle voiture, elle a quand même beaucoup de choses pour plaire, elle est confortable, elle est agréable, elle a un beau visuel. Elle est performante, niveau batterie et autonomie, elle est dans le haut du panier. Donc ça aurait été bien que, tant qu'on est dans le haut du panier, pouvoir amener quelques petites choses en plus. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous auriez choisi, si vous aviez une voiture électrique à choisir actuellement, laquelle ce serait, parce qu'il commence à s'en faire pas mal, surtout avec des autonomies qui deviennent de plus en plus élevées, des recharges de plus en plus rapides. Voilà, moi j'aimerais bien savoir quel serait votre choix. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de futurs essais sur la chaîne Mécanique Sportive. Ciao!